Bonsoir François Cluzet. Bonsoir. Bienvenue en aparté. C'est gentil de me recevoir. Vous connaissez cette adresse. Oui, Vous j'ai avez presque l'impression. les clés. En effet, Bon, je suis très heureuse de vous revoir ici. c'est gentil. Alors oui, l'heure de la rentrée a sonné pour les jeunes, pour les parents, pour les profs aussi. On va y venir bien sûr avec votre film dans un instant. Vous avez changé là? Eh oui. Mais c'est beau parce que moi j'habite dans un coin un peu comme ça. Par exemple, oui, peut-être du côté des Alpes-Maritimes. Exactement. Eh oui. Exactement. Vous en venez, vous faites des allers-retours donc, c'est ça? Oui, voilà, c'est-à-dire, on a tellement de la chance, après 50 ans de carrière finalement, si on est encore demandé, c'est une telle chance qu'on peut... Puis vous le savez, on a tellement de temps libre aussi, parce que plus vous vieillissez, moins il y a de rôles. Bon, évidemment, on peut toujours tout accepter, mais disons des rôles où vous êtes motivé pour essayer de donner le meilleur. Parce que finalement, l'âge le plus employé au cinéma, c'est 30-40. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Disons peut-être 50 pour les hommes, un peu moins. Mais enfin bon, les rôles de grand-père ne sont pas aussi fréquents. Ça veut dire que ils sont pas assez fréquents, ils sont pas assez intéressants. Les deux, je dirais, les deux, parce que regardez The Father, le film de Florian Zeller, voilà un rôle sublime. Mais, Avec l'excellent Anthony Hopkins. Voilà, alors ça c'est une chance d'avoir un acteur pareil dans un rôle pareil, mais pourtant il y a pas mal de gens de cet âge-là qui vont au cinéma. Mais peut-être qu'ils ont envie de voir la jeunesse plutôt que leur âge, je sais pas, on sait rien. Non, ce qui est bon, c'est le théâtre. Parce que le théâtre, là, vous avez. Là, vous pouvez jouer Tartuffe encore à cet âge-là. Mais sur le cinéma, il y a une petite mélancolie de votre part? Amertume? Non, c'est pas du tout nostalgique de ma part. Mais j'attends pas obligatoirement les beaux rôles. Ça m'est égal. Je veux bien avoir 3e, 4e rôle. Ce que je veux, c'est les bons metteurs en scène. Et pour moi, un bon metteur en scène, c'est... Alors, un grand metteur en scène, c'est un cinéaste qui a du style. Et ça, ils sont peu fréquents. Après, les bons metteurs en scène, c'est pas si compliqué, la technique. Le bon metteur en scène, pour moi, c'est surtout l'humain. Et là, ça se raréfie aussi. C'est-à-dire que pour être un leader, faut être très apprécié de son équipe. Parce qu'un chef, devant 100 personnes, 50 sur le plateau, 50 en post-production, il faut, pour que tout le monde se surpasse, avoir une admiration, une attirance, quelque chose qui fait que vous avez une aura. Et cette aura, elle ne peut venir que de votre cœur, de votre générosité. Alors, installez-vous peut-être, si vous voulez, au comptoir, là où vous étiez, ou sur le canapé. J'aime bien ce comptoir. Alors, je vous en prie, vous pouvez prendre place. On va se parler, bien sûr, de ce métier sérieux, un métier sérieux pour être exact. Nouveau film de Thomas Lilti, actuellement en salle, là, depuis hier. Autour de vous, le casting est formidable. 4 étoiles, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, Vincent Lacoste, William Lebguil ou encore Bouli Lanners. Vous êtes Pierre, professeur de français, un peu le doyen de la bande, au sein d'un collège de banlieue. Le film raconte le quotidien de ces profs passionnés par leur métier, avec aussi leurs tourments intérieurs, leur rature, leur vie quotidienne, leur engagement, et puis les dysfonctionnements bien sûr du système. Mais selon moi, il n'est jamais manichéen. On va regarder la bande-annonce et vous allez me dire si je me trompe après. D'accord. Allez. Allez vous asseoir, arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord? Toi, t'as toujours voulu être prof? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes! Ça va mieux avec tes 4e? Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas? Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. On distingue 2 grandes catégories de volcans. Lesquelles? Moi, j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux. And what kind of main course do you like? Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je les vois grandir. Malcolm? Des hamburgers. In English, please.
J'ai fait médecine pour faire plaisir à mon père, mais j'ai échoué. Moi, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz. Toi, t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Alors vous êtes le prof de français, on l'a compris hein, dans la bande-annonce, qui ennuie ses élèves autant que lui-même. La première question sur ce personnage et sur la vocation aussi, comment garder la flamme? Vous vous êtes interrogé là-dessus, vous? Oui, c'est intéressant parce que comme toutes les aventures de vocation, ce métier de prof, ce métier ou cette aventure d'acteur, ou la médecine, ou beaucoup d'ailleurs de métiers, il suffit d'être passionné pour le rendre essentiel. Il y a une remise en question. Mon personnage, finalement, au bout de 35 ans d'exercice, se rend compte que ses élèves s'ennuient. Et lui aussi s'ennuie. Donc c'est la preuve par 4 que finalement sa période, la bonne période est révolue. Peut-être qu'il est dépassé. Moi j'aime beaucoup cette analyse parce que finalement ça prouve une véritable intelligence. Se poser la question. Et puis, il y a une analogie avec ce métier d'acteur pour moi. Est-ce qu'au bout de 50 ans, je suis devenu dans la maîtrise ou dans le savoir-faire, tout ce que j'ai toujours détesté? Et la chance avec ce film, c'est que je me suis retrouvé avec une génération dont je pourrais être le père, une suite d'acteurs que j'admire, que j'ai toujours admirés depuis 5 ou 6 ans où je les ai découverts, qui sont des acteurs avec des personnalités très singulières, très aiguës, très puissantes, que ce soit William Lebguil, que ce soit Vincent Lacoste, Louise Bourgoin, ou encore magnifique Adèle Exarchopoulos, sont des acteurs qui ne sont pas communs. Je dirais même mais que moi je me trouve assez commun à côté d'eux. Et donc la remise en question c'est faite d'elle-même. C'est-à-dire est-ce qu'on joue pareil? Et puis finalement, oui, c'est pas qu'on est les meilleurs, mais on joue pas, on vit. C'est aussi ça, le succès d'Intouchable, c'est d'avoir vécu cette amitié plutôt que de la feindre. Vous savez, cette phrase magnifique de Marivaux, j'ai déjà dû vous le dire dans la dernière fois, mais j'adore cette phrase, les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant. Pour moi, ça, c'est magnifique, parce que si on est acteur, c'est pour vivre les situations, c'est pas pour les jouer. Les jouer, c'est l'amateur, alors, qui joue les trucs, qui s'amuse. Et puis quand il y a une scène d'émotion, au lieu de souffrir, il fait semblant de souffrir parce qu'il n'a pas envie de se faire mal. Alors qu'un interprète, s'il a une scène d'émotion, il faut déjà qu'elle passe par le plexus pour atteindre le plexus du spectateur. Donc il faut déjà qu'il souffre pour montrer son émotion. Ça, c'est pas donné à tout le monde. La notion de groupe, elle est fondamentale chez vous. Vous avez parlé de l'attachement à un réalisateur, à un metteur en scène. La transmission aussi, c'est très prégnant dans votre histoire, dans votre trajectoire. Vous auriez pu être prof? Non, je crois pas, parce que j'ai pas de patience. J'ai pas de patience. Tiens. Non, aucune patience. Ça vous étonne pas, c'est ça. Et puis surtout, je n'arrive pas à structurer ma pensée. Non, je ne saurais pas. Malheureusement, parce que vraiment, j'ai ce souci de transmettre, parce que c'est pas que j'ai inventé des choses, ni même que j'ai des secrets, mais j'ai compris. J'enlève la prétention, mais j'ai compris ce pourquoi les interprètes étaient faits. C'est ultra simple, c'est pour être vivant. Tout le reste ne marche pas. Il y a une phrase de Baudrillard qui dit, et c'est en littérature, mais qui dit « Il ne faut rien signifier, il faut laisser surgir ». Et ça me fait penser exactement à notre métier. Thomas Lilti, parce que vous avez tourné ensemble Médecin de campagne en 2016. Je voudrais qu'on envoie une image aussi, un extrait, parce qu'il dit beaucoup de vous. En médecine interne, il le prendrait pour quelques jours. Je connais bien le service, ça permettrait d'y voir plus clair. En théorie, oui. Mais dans ce cas précis, non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, il est revenu plus affaibli. Il était moins bien après qu'avant. Alors j'ai fait le choix de le maintenir à domicile. Et puis c'est ce qu'il veut. Rester chez lui. Alors on y croit. Et on assume. Ouais. Enfin, s'il fait une septicémie, une embolie, un trouble du rythme... Non, c'est sûr que ce serait plus simple de l'envoyer à l'hosto. Ce médecin de campagne, ce rôle du docteur Werner précisément, qui ne vit que pour son travail, mais qui est obligé de ralentir son activité car il est atteint d'un cancer. Je sais qu'il a été très déterminant, marquant en tout cas, pour vous, ce rôle.
Oui, parce que, vous savez, les rôles de héros ne sont pas très intéressants parce qu'ils n'ont aucun défaut. Malgré le succès de James Bond, pour un interprète, James Bond n'est pas tout à fait intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de jouer un monstre parce qu'ils sont plus complexes et puis qu'ils ont des défauts en l'occurrence et qu'il faut leur amener un tout petit peu d'humanité pour qu'ils soient crédibles. Et dans James Bond, il faudrait lui amener un tout petit défaut. Il faudrait qu'il soit radin, il faudrait qu'il soit je sais pas, quelque chose. Non, il n'y en a pas. Et là, ce rôle est un rôle de héros en ce sens que ce médecin est avant tout un humaniste. Et ça m'a permis... ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, vous ne pouvez pas toujours vous montrer, bifurquer les rôles pour vous montrer beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était le cinéma d'hier. C'est-à-dire que le type jouait un type quelconque. Ben non, il en faisait un type exceptionnel parce que comme ça, le public se disait « Ah, il est formidable !» Il confondait le rôle avec le type, quoi. Là, ce type est très humain. Alors, ça m'a permis, si vous voulez, c'est une chance, ça m'a permis peut-être de me laisser aller complètement, parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, si j'étais un monstre aujourd'hui, c'est que vraiment, je serais un con. Et cette chance que j'ai eue, je me dois de la rendre. C'est comme un boomerang pour moi. Si vous ne rendez pas votre chance, elle n'en reviendra pas. Vous avez refusé, vous, la Légion d'honneur à l'aune de ce rôle, en quelque sorte, avec cet argument imparable et frappé du bon sens, j'ai envie de dire, c'est eux qui méritent. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, moi, je me méfie des distinctions pour les acteurs parce que déjà qu'on est pas mal narcissique, tout à fait égocentrique. Alors, si en plus on nous décore, on finit en lampadaire et en général russe, quoi. C'est pas possible. Au même titre que tout ce qui favorise l'ego me fait peur. Parce que moi, je veux rester... ça va être con ce que je vais dire, mais je veux rester simple. Je voudrais presque rester anonyme, alors que j'ai rêvé petit d'être célèbre, d'être un acteur célèbre. C'est pour ça que j'ai choisi cette carrière aussi. Si j'avais fait que du théâtre, je ne serais pas devenu un acteur connu, ou à peu près. Donc, moi, tous ces trucs-là, je m'en méfie. Quand j'avais dit à mon père, on me propose la Légion d'honneur, je vais la refuser, il avait eu cette phrase de commerçant que nous étions. Il a dit, mais prends-la, tu n'es pas obligé de le dire. C'est très jésuite. Et je lui dis, non, papa, c'est pour moi que je n'en veux pas, au même titre que je ne veux pas de chevalier des arts et lettres. Ensuite, enlever tous les escrocs qui ont une décoration, vous allez voir qu'il ne reste pas grand monde. Chevalier des arts et lettres, maintenant, c'est donné aux vendeurs d'assiettes, c'est donné aux animateurs d'émissions d'aventure. Enfin, moi, j'ai rien contre, mais ça ne veut plus rien dire du tout. La mise au point de François Cluzet. Vous pouvez embarquer votre petit soda, si vous voulez, au fauteuil. Yes. Vous cuisinez, vous, un peu, quand vous êtes dans les Alpes-Maritimes, ou c'est votre épouse qui est en cuisine? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma femme est une telle cuisinière. Un cordon bleu. Voilà, c'est ça. Je sais que vous n'aimez pas attendre au restaurant. Vous Non, avez si. pu être agacé, voire vous lever ou pas? Non. Il fut un temps, je pouvais attendre des heures et des heures parce que je buvais. Alors, si vous voulez, j'arrivais au restaurant avec des potes et j'avais déjà fini une bouteille de rouge avant même de passer la commande. Ensuite, on buvait à table pas mal. Il y avait toujours une histoire de digestif. On profitait de la vie. On pensait que c'était comme ça qu'on en profiterait le mieux. Donc, je pouvais attendre. Mais maintenant que je bois de la flotte, attendre avant de prendre la commande, je l'accepte encore parce que je suis pas le seul client. Attendre entre les repas, déjà ça m'emmerde. Attendre pour avoir la note, là, j'en peux plus vraiment. Donc, je me lève, je vais payer au comptoir. Mais aussi, pourquoi? C'est parce que je vais souvent au restaurant. C'est pas une fête vraiment pour moi. Et oui, ça participe aussi de ce métier d'acteur, bien sûr. Vous voulez bien, si vous vous souvenez qu'il y a une petite télécommande qui fonctionne, oui, je l'ai vu. Voilà, vous voulez bien actionner, enfin appuyer sur le bouton principal, François Cluzet. Ça, ce que j'ai fait, j'ai regardé énormément de cartes postales aussi, et je n'ai pas pris un acteur que je n'ai pas vu sur une des cartes postales. C'est-à-dire qu'il fallait que vraiment... Par exemple, François Cluzet, qui joue le jeune homme, qui lui, je crois qu'il n'était jamais allé en Bretagne de sa vie, mais c'est un de ceux que je voyais le plus souvent sur les cartes postales. Il était à tous les mariages, à tous les... Et c'était une tête vraiment caractéristique du coin. Alors je l'ai pris pour ça. Et d'ailleurs, j'étais ravi, parce que c'est un acteur étonnant. Bon, bah là, évidemment, Claude Chabrol qui parle de vous.
Chacha. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que vous voyez, aujourd'hui où il est parti, je tourne avec Lilti et vraiment, ils se ressemblent tous les deux par leur humanisme, par leur générosité, par le fait que eux sont des leaders. Alors, il y a eu ce premier film ensemble qu'il évoquait, Cheval d'orgueil. Et puis, vous avez enchaîné avec un film très marquant, L'Enfer, votre premier grand rôle aux côtés d'Emmanuel Béard. Quel rôle a-t-il eu dans votre existence, dans votre trajectoire, Claude Chabrol ? D'abord, comme vous le disiez, c'est le premier metteur en scène qui me donne un rôle très important. Et je vois pendant des années et des années, on a pensé que le rôle que j'avais tenu dans L'Enfer faisait de moi un très bon acteur. Donc il m'a donné un passeport pour la suite. Beaucoup de metteurs en scène m'ont engagé après avoir vu ce film. Donc ça, c'est une chance formidable. Et humainement ? Alors humainement, c'est peut-être encore le plus important, si vous voulez. Parce que je n'avais pas dans ma famille la culture qu'il avait. Nous étions comme on dit, des artisans commerçants. Vous voyez, on vendait des journaux, mais donc on n'ouvrait pas les livres. Et Chacha, il avait ça, puis il avait beaucoup de cœur. Un jour, dans L'Enfer, justement, il y avait une scène. Je m'approche un peu de... la scène était terminée, je m'approche un peu de sa femme, Aurore, qui était sa script, et pour savoir comment qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle me fait signe en me montrant Chabrol, et en me montrant qu'il pleurait, quoi. Et ça m'émeut, vraiment. C'est une grande chance, grande chance. Il y a eu comme ça des très belles rencontres, très fortes, des très beaux rôles également. J'aimerais bien qu'on aille sur une autre expérience plus tard. Vous voulez bien appuyer sur le bouton ? Oh, pardon, oui. Zouk. D'ailleurs, que devient Zouk ? Non. C'est quoi ça ? Non. Ah, oui. Je sais pas, tes voyages à Paris, tu pars tout le temps. Non, me dis, Maria, c'est elle ? C'est elle ? Pourquoi pas ? Mais parce que c'est des femmes avec qui on peut coucher une fois ou deux, puis c'est tout. Tu parles de ce que tu connais pas. Mais enfin, tu vas pas foutre ta vie en l'air pour une espèce de C'est paumé. lamentable ce que tu dis, c'est con. Quoi, une salope ? C'est Je la connais, vulgaire. cette femme, je la connais. Ne parle pas comme ça, j'ai pas 10 ans. Ta morale, j'en ai rien à foutre. Tu poses à quoi, là ? Tu crois que ta petite vie, c'est quoi ? Le modèle universel ? Tu vas être très malheureux. Si je te dis que c'est la seule chose vraie de ma vie. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Que je te dise vas-y? Que t'es dans la vie, dans la passion? Non, parce que j'y crois pas une seconde. Alors là, on est en 2002, c'est L'adversaire de Nicole Garcia, film inspiré de cette histoire vraie, celle de Jean-Claude Roman, cet homme qui s'est inventé une vie, s'enfonce dans le mensonge, il assassine son épouse et ses enfants. C'est Daniel Auteuil qui incarne ce personnage. Vous rêviez de tourner avec Nicole Garcia et avec Daniel aussi, je crois. Oui, Nicole est vraiment la plus grande directrice d'acteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Je me rappelle un moment dans une scène, j'avais l'impression d'en faire très peu. Elle me dit « fais-en moins ». J'étais très paumé parce que je me suis dit « merde, qu'est-ce que je peux gommer ?» Je fais la prise, elle revient, elle me dit « encore moins ». Je me suis dit, puis encore moins, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bien, à force de me demander de moins en moins, évidemment, ça a vidé complètement les intentions, éventuellement, que j'avais pour la scène. Je me suis retrouvé mentalement complètement à poil, et puis les choses sont sorties, comme on disait tout à l'heure, peut-être elles ont surgi, quoi. Et sur Daniel, c'est vraiment le grand acteur qui a été le leader de toute ma génération. J'ai énormément d'admiration pour lui. Il a su d'abord vivre tous ses rôles et ensuite c'est le premier acteur qui m'a fait comprendre que c'est le spectateur qui joue, c'est pas l'acteur. L'acteur vit et le spectateur joue. Il y a des concomitances entre vous et Daniel Auteuil. Il y a une forme de ressemblance, il y a des choses communes. La taille, oui. Ouais, le charme, une personnalité. Il y a eu un moment où vous avez douté, vous, quand peut-être l'époque était moins favorable et où les rôles principaux étaient davantage proposés à Daniel Auteuil, par exemple? Oui, bien sûr, parce que moi, ça a mis très très longtemps, parce que finalement, il y a eu un truc très drôle, si vous voulez. J'acceptais les films.
D'abord parce que moi, d'abord je voulais faire mon métier. De surcroît, comme je vous l'ai dit, je voulais faire du cinéma parce que je voulais être connu. C'était un rêve de gosse. Et ensuite, j'ai compris un jour que j'acceptais les films que Daniel refusait. Et si Daniel les refusait, c'est bien parce qu'ils n'étaient pas les meilleurs scripts ou les meilleurs metteurs en scène. Donc, je les ai faits. Bon, il n'y a pas que lui qui les refusait, mais j'ai fait ces films qui étaient refusés par des vedettes. Et moi, qui n'en étais pas une, j'ai fait comme ça 50 films d'auteurs qui n'ont jamais marché. Et donc, je suis devenu un peu le chat noir de la production, c'est-à-dire, Cluzet, il fait pas une entrée, machin, truc. Ça devenait assez angoissant, quoi. Finalement, je me suis dit, merde, mais ça va me jouer un tour, ce truc-là. Mais vous avez douté au point à un moment de vous dire on taille la route? Ah non, parce que franchement, vous savez, je suis de bonne foi. C'est peut-être ma seule qualité. Je suis de bonne foi avec moi-même et j'essaye de l'être avec tous ceux à qui je dois le respect, ou en tout cas tous ceux qui ont mon admiration, mon amitié. Et je suis fait pour ça. Et le reproche que je me fais, c'est de ne pas en avoir usé suffisamment. J'aurais pu, s'il y avait été moins feignant, je suis un grand feignant, j'ai une spécialité, j'adore dormir. Donc, si j'ai le moindre coup de blues, je vais me coucher. Et comme j'en ai eu pas mal, j'ai passé pas mal de temps au plumard. Et donc, c'était ma manière à moi d'oublier. C'est vrai, quand vous dormez, vous ne souffrez pas, hein, donc c'est vachement bien. Et je pense que si j'ai un regret, c'est pour ça que je suis très content de retourner au théâtre bientôt, c'est que j'aurais pu, comme certains le font, comme Daniel l'a fait, mais aussi comme Berléand le fait. C'est-à-dire Berléand, il est tous les ans au théâtre. Vous voyez, il n'y a pas... Alors que moi, j'étais finalement un tout petit peu frustré de ne pas jouer, parce que vous êtes obligé, si vous voulez faire une carrière, de refuser pas mal de trucs, parce que si vous faites tout, là, il y a dedans pas mal de merde. Donc, vous refusez, donc vous finissez par faire un film par an, et qu'est-ce que vous foutez pendant les 10 mois qui restent? Rien du tout. Et là, je me suis dit, c'est très con, j'aurais dû jouer au théâtre plus. Pas le cinéma, mais le théâtre. Top. Là, ça suffit. Excusez-moi, mais vous teasez ce théâtre. Dites-moi en plus, je vous en supplie. François, maintenant qu'on se connaît bien. Ça fait à peu près 15 ans que je n'ai pas joué et je rêvais d'un grand texte. Et finalement, un jour, je reçois un mail d'un type qui s'appelle Emmanuel Noblet, qui est un acteur de grande qualité, et à qui on avait demandé de faire une adaptation d'un livre qui s'appelle Encore une journée divine. Et il a fait cette adaptation et il m'a envoyé une lettre en me disant « Je l'ai faite pour vous ». Et donc, si vous voulez la jouer, parce que j'espère que vous attendez ce texte ou un texte comme celui-ci depuis longtemps, autrement, je ne le monte pas. Je ne le ferai pas avec quelqu'un d'autre. Ça m'a beaucoup touché, mais ce qui m'a touché, c'est de lire le texte. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument peut-être 90% de ma passion en termes de situation à jouer. Il s'agit d'un psychiatre qui est enfermé dans un asile et qui est un type qui dit que tout va bien pour lui, qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi on l'a enfermé. Et j'adore ce genre de dinguerie. Et pourquoi on l'a enfermé? C'est parce qu'il est quand même plus ou moins responsable d'avoir tué son frère. Mais pourquoi? Il ne veut pas l'avouer, mais pourquoi il est plus ou moins accusé d'avoir tué son frère? C'est parce qu'il est fou amoureux de la femme de son frère. Donc le mec est quand même sérieusement allumé. Et ça, vous savez, dans les personnages de dingue, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la complexité est merveilleuse parce que ça passe d'un sujet à l'autre. En plus, c'est un mythomane, moi qui l'ai été, toute ma famille l'était, d'un mythomane qui pense avoir écrit un best-seller, un best-seller qui s'appelle « Changer le monde ». Et je finirai par ça. Sa version à lui pour changer le monde, c'est aller au bout de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, il explique que si votre patron n'est pas gentil avec vous, eh bien, il faut s'en prendre à sa femme. Si ça ne suffit pas, alors il faut s'en prendre... Voilà, vous voyez, c'est une espèce de... Voilà, il y a une matière... C'est un assassin. Bien sûr, il y a une matière incommensurable et effectivement, il y a de quoi se régaler. On va essayer de faire rire aussi avec ça. J'imagine. Voilà. François Cluzet, en attendant ce rendez-vous sur scène, est-ce que vous voulez bien faire quelques pas dans cet appartement? Yes. Vous avez vu que je suis bilingue. Le miroir est à l'opposé. Si vous faites encore quelques pas, si vous voulez bien y faire un petit stop. Oui, je vois. Et me répondre comme ça, très rapidement, à 2-3 questions. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus charmant dans les yeux de votre épouse, chez François Cluzet?
J'aimerais bien le savoir. Oh. Non, je crois qu'en partie, elle aimait bien ma fantaisie, elle aimait bien que je me marre, que je ne prends pas vraiment les choses au sérieux. Puis après, elle a vu que j'étais pas si costaud que ça, que j'étais plutôt fragile. Je lui ai expliqué que c'était dû à mon enfance et à mon job, parce que mon boulot, moi, c'est d'être fragile. Hein. Si j'avais un état d'âme de déménageur ou de camionneur, je pourrais pas faire ce métier où on brasse sans cesse des émotions. Ensuite, qu'est-ce qu'elle trouve de bien chez moi? Bon, non, mais après, vous savez, elle dit n'importe quoi, elle me trouve beau, enfin, tous ces trucs-là. Mais je la laisse dire, je la laisse le croire. Je vais vous installer à la bibliothèque, derrière vous, demi-tour vers la gauche. Vous l'avez vu, hein? Bah oui, parce oui, que, vous l'avez vu. en plus, il est rare, parce qu'il est vraiment très ancien. Il faut nous faire la traduction, hein. C'est un casque de soudeur, n'est-ce Oui, pas? un masque de soudeur. Alors ça, c'est une chance. J'ai découvert la soudure en autodidacte, comme pratiquement tout, parce que je suis feignant et très orgueilleux. Donc, si vous voulez, c'est la suite de l'école. Je n'accepte pas qu'on m'apprenne quelque chose. C'est et con et orgueilleux. Donc, je découvre les choses tout seul. Alors, c'est bien pour la littérature, je n'ai pas besoin qu'on me lise les pages, mais la sculpture, et plus exactement la soudure, c'était génial parce que j'ai acheté un jour au BHV un truc acétylène oxygène, 2 bonbonnes, acétylène oxygène. J'ai branché le truc, j'ai ouvert, je me suis dit ça va me péter à la gueule. Et puis finalement, avec un briquet, j'ai foutu le truc sur la buse et est sorti une flamme comme ça. Et puis j'ai regardé sur le mode d'emploi, j'ai essayé de régler la flamme. Puis après, j'ai pris 2 bouts de fer, puis j'ai essayé de les souder et tout ça. Puis alors là, ça m'a éclaté. Quand j'ai vu que ça tenait, j'étais trop content, alors je commençais à faire des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, François, je ne vais pas vous mentir, on a pensé à quelque chose pour vous qui est lié. Si vous faites quelques pas en arrière, dans le canapé, il y a un cadeau pour vous. Waouh. Dans un paquet. Ah là? Ouais. C'est évidemment en rapport direct, je vous en prie. What's that? Encore bilingue, hein, vous avez remarqué. Oh là! Sans accent en plus. Magnifique. Alors ça, c'est magnifique parce que C'est un d'abord, tablier j'en ai de pas. soudeur. Ouais. Ah non, mais c'est beau. Ah, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Ah, parce que alors, vous voyez, c'est un tablier, mais un tablier avec lequel évidemment on ne peut pas se brûler parce que c'est une espèce de daim très puissant et ininflammable. Ah, je suis trop content. Vous voulez bien nous accompagner pour conclure d'une musique? Elles sont à droite, ces propositions de 33 tours. Voilà. Serge Gainsbourg, Otis Redding, Téléphone, Francis Cabrel, Billie Holiday, les Beatles, tout ça vous accompagne depuis des années. Ouais. Là, tout de suite, vous avez envie de quoi? Là, vous voyez, je sors Téléphone. En plus, le disque est sublime. Hein. Alors voilà. C'est effectivement, le disque s'écoute autant qu'il se regarde. De ce trop vieux panier, tes barreaux sont d'osier. Je suis content. Les quelques marches. Je monte Alors pas celle-ci, les marches qui sont derrière vous. Ouais, celle-là? Exactement. Ouais, d'accord. Et ça s'appelle Un métier sérieux, qui vient de sortir dans les salles obscures, film de Thomas Litti. On vous y retrouve avec Adèle Exarchopoulos, avec Bouli Lanners, avec Vincent Lacoste, bien sûr, Courrèzy. Merci beaucoup, François Cluzet, d'être venu nous voir. Merci Je vous mille embrasse. fois. Ah, moi aussi. À tout de suite de l'autre côté de la porte. Ciao tutti. Trilingue. Ouais, oh, magnifique. Saluti. Saluti, bah voilà.